Bonjour à tous et bienvenue dans Pitch. Elle est parfois qualifiée de médiocre, voire même d'exécrable. La qualité de l'air dans notre capitale a de quoi inquiéter. Plusieurs fois par an, Bruxelles Environnement hisse le drapeau bleu et informe les citoyens lors de pics de pollution. Particules fines ou dioxyde d'azote composent l'atmosphère de notre Terre. Oui, mais qu'en est-il des autres planètes? Pour le savoir, Sophie Baudouin nous propose un voyage dans l'espace. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors votre intérêt pour les astres, il n'est pas tout à fait nouveau, puisque depuis très jeune, vous accompagnez votre papa au club d'astronomie. Vous avez étudié la chimie à l'Université libre de Bruxelles. Et alors après ça, l'objet de votre mémoire et de votre thèse ensuite, c'était la détection de la pollution terrestre. Alors maintenant, vous êtes à des millions de kilomètres de là, puisque vous vous intéressez à l'atmosphère de Titan et de Mars. Vous avez été lauréate lors d'un concours de vulgarisation scientifique qui consistait à résumer votre thèse en 180 secondes. Là, l'exercice, pas d'inquiétude, il est tout à fait similaire, sauf que vous disposez cette fois de 420 secondes. Bon pitch. Mars, Titan, Vénus. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Des dieux de l'Antiquité? Pourquoi pas? Mais moi, je pense plutôt à mon sujet de recherche, des planètes et des lunes de notre système solaire. Je m'intéresse en effet à certaines d'entre elles et plus particulièrement à la composition de leur atmosphère. Je vais vous expliquer à quelle planète et quelle lune du système solaire je m'intéresse et comment je parviens à déterminer la composition de leur atmosphère. Mais faisons tout d'abord un petit rappel sur notre système solaire. Il est composé de 8 planètes, chacune ayant ou non un système de lunes qui tourne autour d'elle. La Terre est la 3e planète du système solaire et a une lune, qu'on appelle d'ailleurs la Lune. Elle fait partie des 4 planètes qui sont principalement composées de roches et de minéraux. Les 3 autres sont Mercure, Vénus et Mars. Les 4 dernières planètes du système solaire sont principalement composées de gaz et sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Parmi ces 8 planètes, je m'intéresse plus particulièrement à Mars. Mars est la 4e planète du système solaire. Elle est plus petite que la Terre et il y fait plus froid. Mais moi, je m'intéresse surtout à son atmosphère. Elle est plus fine que celle de la Terre et n'est pas composée des mêmes gaz. Alors que notre atmosphère est composée à 78% d'azote et 21% d'oxygène, l'atmosphère de Mars contient, elle, presque exclusivement du dioxyde de carbone. Mars et la Terre sont donc très différentes aujourd'hui, mais elles ne l'ont pas toujours été. Dans les premiers stades de leur histoire, Mars et la Terre se ressemblaient probablement beaucoup plus. L'atmosphère de Mars était probablement plus dense et plus humide, et sa surface devait accueillir de l'eau liquide. Mais où est donc passée cette eau? Pourquoi l'atmosphère de Mars est-elle devenue aujourd'hui si sèche et si fine? Observer et étudier Mars permet non seulement de mieux comprendre son atmosphère actuelle, mais contribue aussi à mieux comprendre son évolution. En plus de Mars, j'étudie également l'atmosphère de Titan. Alors Titan, ce n'est pas une planète, c'est en fait la plus grande lune de la planète Saturne. En fait, Titan, c'est la 2e lune la plus large du système solaire, plus large que notre Lune et même plus large que la planète Mercure. Ce qui est aussi remarquable avec Titan, c'est que c'est la seule lune du système solaire à avoir une atmosphère dense. Et en plus, elle est principalement composée d'azote, comme c'est le cas de notre atmosphère terrestre. Observer et étudier l'atmosphère de Titan permet de mieux la comprendre, mais également de mieux comprendre sa formation et son évolution. Mais ce n'est pas tout. Le Titan, c'est aussi une fenêtre ouverte sur le passé de notre Terre. En effet, la composition de l'atmosphère terrestre à l'origine de la vie était probablement similaire à celle de Titan aujourd'hui. Étudier l'atmosphère de Titan contribue donc aussi à mieux comprendre comment les molécules nécessaires à la vie ont pu être produites. Mais comment j'étudie tous ces objets du système solaire? Eh bien, pour cela, j'utilise des satellites. Regardons comment cela fonctionne avec le cas de Mars comme exemple. Tout d'abord, il faut savoir que Mars émet de la lumière infrarouge. En fait, tout corps chauffé émet de la lumière et le type de cette lumière dépend de la température du corps. La surface de Mars, comme vous et moi, émet de la lumière infrarouge.
Maintenant, il faut imaginer le satellite comme un œil capable de détecter cette lumière infrarouge émise par Mars. En fait, le satellite est un œil beaucoup plus perfectionné que le nôtre. Il est non seulement capable de voir cette lumière infrarouge émise par Mars, mais également son interaction avec les gaz de l'atmosphère. Quand la lumière infrarouge émise par Mars traverse l'atmosphère, les gaz présents vont en absorber une partie et vont laisser des traces visibles pour le satellite dans cette lumière infrarouge. Une fois que le satellite a enregistré cette lumière, il nous transmet ses observations et moi, je les analyse sur mon ordinateur. Ce que voit le satellite et que moi j'analyse sur mon ordinateur, c'est ceci. On appelle cela un spectre. Vous pouvez y voir très clairement les traces laissées par le monoxyde de carbone. Ces traces, c'est en fait comme les empreintes digitales des gaz. Chaque gaz laissant des traces uniques et qui lui sont propres. C'est ce qui nous permet de déterminer sans ambiguïté la nature des gaz présents dans une atmosphère. La quantité de gaz est-elle liée à la quantité de lumière qui a été absorbée. Depuis les années 60, près d'une quarantaine de missions spatiales ont été envoyées pour étudier Mars. Pour ma recherche, j'utilise principalement les observations réalisées par la mission Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Lancée en 2003, Mars Express tourne autour de Mars depuis plus de 15 ans. En plus de Mars Express, j'utilise aussi les mesures faites par la mission ExoMars, lancée en 2016. Ces différentes missions ont contribué à mieux comprendre l'atmosphère de Mars. Et regardons tout de suite un exemple ensemble. L'atmosphère de Mars est très poussiéreuse. Il n'est pas rare d'observer des tempêtes de poussière qui peuvent être soit régionales, voire s'étendre sur toute la surface de la planète. Les différentes missions envoyées pour étudier Mars ont contribué à montrer que ces tempêtes de poussière pourraient avoir joué un rôle dans la perte d'une partie de l'eau de l'atmosphère de Mars. Elles amèneraient en effet les molécules d'eau à haute altitude où les radiations solaires les cassent. Les différents morceaux qui en résultent sont ensuite emportés vers l'espace et quittent donc l'atmosphère de Mars. Passons maintenant à Titan. La mission spatiale qui nous a révélé Titan est la mission Cassini-Huygens de la NASA. Lancée en 1997, Cassini a fait un voyage de 7 ans pour atteindre Saturne. Une fois sur place, elle a voyagé dans le système de Saturne pendant 13 ans et a étudié tour à tour Saturne elle-même, ses anneaux et ses lunes, et donc Titan. Elle avait notamment à son bord la sonde Huygens qu'elle a larguée et qui a atterri sur la surface de Titan. Grâce à cette sonde et aux 13 ans de mesure, on connaît mieux Titan aujourd'hui. Savez-vous par exemple que Titan est la seule autre monde du système solaire à avoir des mers, des lacs, mais aussi des nuages et des pluies? Sauf que sur Titan, ils ne sont pas composés d'eau, mais de méthane. Et oui, le cycle de l'eau que nous connaissons sur Terre est remplacé par un cycle du méthane sur Titan. Le méthane s'évapore donc des mers et des lacs de méthane, arrive à haute altitude et forme des nuages et retombe à la surface sous forme de pluie de méthane. En plus de Mars et Titan, j'aimerais étudier à l'avenir les atmosphères d'exoplanètes. Alors, une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil, donc dans un autre système stellaire. Des milliers d'exoplanètes ont déjà été découvertes et révèlent une très grande diversité des mondes existants dans notre univers. Étudier ces exoplanètes permettra de mieux comprendre comment les planètes se forment, mais également contribue à mieux comprendre l'histoire de notre propre système solaire. Merci beaucoup Sophie pour cette présentation. Alors, vous l'avez dit, l'atmosphère de Titan donne de bons indices sur le passé de notre Terre. Mais du coup, ce que les téléspectateurs et moi-même on a envie de savoir, c'est mais est-ce qu'il y aura un jour la vie sur Titan? Alors, la réponse, je pense tout de suite à cette question, c'est que non, il n'y a pas de vie sur Titan. En tout cas, il n'y a pas de preuve qu'il y ait de la vie sur Titan. Par contre, ce qu'on a découvert grâce à la mission Cassini, c'est un océan d'eau liquide sous la surface de Titan. Donc la question se pose, c'est que cet océan liquide pourrait éventuellement abriter la vie. Mais de nouveau, il n'y a aucune preuve de ça. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a une mission de la NASA qui va être lancée normalement en 2026, donc une espèce de drone qui volera de place en place sur Titan pour prendre des échantillons. Et le but de ces missions est notamment de
de voir si éventuellement la vie aurait pu exister ou existe sur Titan. Mais il n'y a aucune preuve de ça actuellement. Ok, donc avec cette mission et ce drone, on reverra forcément ces lacs de méthane. On aurait presque envie de s'y baigner dans ces lacs de méthane. C'était quoi de nager dans un océan de méthane? Je ne sais pas pour vous, mais nager dans un océan de méthane, ça veut dire nager à moins 180 degrés. Donc ça va déjà être compliqué. Mais imaginons que ce soit possible. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux forces qui agissent sur notre corps quand on s'émerge dans un liquide. L'attraction de la Terre qui nous tire vers le bas et la force d'Archimède qui vient du liquide et qui nous repousse vers le haut, qui dépend de la densité du liquide et aussi du volume qu'on a immergé dans le liquide. Dans l'eau, ces deux forces sont plus ou moins équivalentes. C'est pour ça que généralement, quand on fait la planche, on flotte. Dans un lac de méthane, par contre, la densité est plus faible. Plus de 2 fois plus faible que dans un cas d'un lac fait d'eau. Et donc, la force qu'on va surtout ressentir, c'est l'attraction en fait vers le fond. Donc, il y a de grandes chances qu'on se noie. Voilà. Okay. Oui. En quelques mots, Sophie, vous avez beaucoup étudié la pollution de l'atmosphère sur notre planète, la Terre. Est-ce qu'elle pourrait avoir une répercussion sur les autres astres de notre système solaire? Non. Non, non, pas du tout. Il y a plein de raisons pour expliquer ça. Je dirais en 2 mots. Tout d'abord, c'est que les polluants ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère et sont détruits, en fait, généralement avant d'arriver au-dessus. Et si même on regarde en termes de distance, elles sont énormes, rien qu'entre la Terre et la Lune. On est souvent biaisé au niveau de ces distances, mais en fait, on peut mettre toutes les planètes du système solaire entre la Terre et la Lune. Donc il faudrait que ces gaz arrivent, fassent toute cette distance pour arriver sur la Lune déjà, par exemple. Et en fait, ils seraient détruits bien avant, de toute façon. Mais écoutez, Sophie, un tout grand merci pour ce beau voyage. On a failli avoir envie de partir en vacances sur Titan et ses lacs de méthane, mais il fera un peu froid, on va rester bien au chaud ici. Des projets innovants à Bruxelles, il y en a beaucoup. Et si vous voulez en découvrir un nouveau, eh bien, je vous invite à suivre notre prochain numéro de Pitch sur BX1. À bientôt.